Vous savez, des fois je me dis que ça serait sympa de faire des petites vidéos comme ça, des vlogs. Quand j'ai de l'autoroute, tu vois, tranquille, je mets le téléphone sur le support, je lance la caméra, pas besoin de le toucher, je peux parler tranquille pour parler de choses et d'autres. Donc là, je me dis, on va parler énergie. Parce que après tout, il y a des gros débats là-dessus hein, sur Twitter, si vous y êtes. Tournez à droite sur A10. Vous connaissez. Hein, vous connaissez le délire sur Twitter, des débats sur l'énergie. Dans 500 C'est mètres. un délire, putain, arrête de me coller au cul, connard. Direction de Bordeaux. Du coup, je disais, c'est un délire parce que, comme vous le savez, il y a un gros débat sur l'énergie. Il y en a beaucoup qui font un espèce de distinguo pro-nucléaire, anti-nucléaire. Moi, je vais vous dire ma position là-dessus. Je ne suis pas pour une source d'énergie en particulier. Moi, je suis pour un modèle en particulier. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, ce qui est important de faire, c'est de faire en sorte de mettre le moins de CO2 possible. Émettre le moins de CO2 Sortez possible. à droite vers A10 en direction de Bordeaux. Émettre le moins de CO2 possible, ça veut dire utiliser des sources d'énergie adaptées qui vont émettre peu de CO2. Et le nucléaire est une solution, mais n'est pas la seule solution. Moi, c'est-à-dire que moi, ce que je défends, en fait, ceux qui parlent le plus du nucléaire vu comme une solution miracle, c'est les anti-nucléaires, en fait. Parce que moi, ce que je défends, comme beaucoup de gens qui défendent l'usage du nucléaire, en fait, c'est un modèle énergétique où, en fait, ce qu'on conçoit, c'est... Continuez tout droit pendant 25 minutes jusqu'à A630, rocade extérieure en direction de l'aéroport de Mérignac. C'est un modèle où, en fait, on conçoit notre modèle énergétique. Ouais, ça se dit comme ça, je pense. Bref, on conçoit notre modèle de production d'énergie en... comment dire, on regarde ce qui est disponible, on prend des sources bas carbone et on prend les sources bas carbone les mieux adaptées pour avoir un mix énergétique bas carbone. Typiquement, par exemple, regardez en Islande, le modèle islandais est un modèle mais pour l'Islande. Citer que l'Islande a réussi le 100% énergie renouvelable pour dire que l'Allemagne par exemple va pouvoir le faire, c'est complètement débile. Pourquoi? Parce que l'Islande c'est un putain de volcan à ciel ouvert. L'Islande c'est un volcan géant, c'est-à-dire que globalement tu as une géothermie de baiser. Ils ont pas mal de potentiel hydroélectrique et l'Islande est très peu peuplée et ils consomment très peu d'électricité vu qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants par rapport à la surface. Et surtout, autre chose que j'ai oublié de préciser, l'Islande pollue énormément sur les usages non électriques et globalement les usages hors chauffage, hein, c'est-à-dire que le transport en Islande tourne au pétrole. Hein, donc voilà. Et ça, c'est un vrai problème. Donc voilà, donc en fait, il faut voir le mix énergétique comme ça. Parce que je pense qu'il y a un vrai débat à avoir là-dessus, parce que, et oui, le nucléaire est la solution la plus simple, et surtout le nucléaire est adaptable à peu près partout. Donc oui, faire du nucléaire partout, là où on n'arrive pas à produire assez avec les autres sources, c'est intéressant. Après, voilà, si on trouve mieux, alors ce ne sera pas forcément moins cher, parce que le nucléaire ne revient pas si cher que ça. Hein. Pour rappel, hein, 20 milliards pour un réacteur de 1600 MW qui va tourner pendant 60 ans, ça revient à 3 centimes le kilowattheure sur les 60 ans de durée vie du réacteur. Ça, c'est Flamanville au niveau des coûts de construction. Voilà. Je vous invite à refaire le calcul avec un facteur de charge qui correspond à 7000 heures de fonctionnement pleine charge annuelle. Et vous trouverez, vous verrez, le résultat est clair, net et sans appel. C'est pas cher à construire. Après, je dis pas que le faire tourner, etc. Mais globalement, en vendant ton électricité à 50 € du mégawattheure, tu vas produire suffisamment d'électricité pour rentrer dans tes budgets. Il faut arrêter de dire que le nucléaire est hors de prix. Il faut regarder sur la durée de vie de la centrale, parce que oui, une centrale nucléaire, ça coûte des milliards à construire, mais derrière, c'est extrêmement puissant. Hein, c'est-à-dire que si je vends mon électricité à 50 € le mégawattheure, vous faites 50 fois 1600 et vous avez ce que ça rapporte par heure de fonctionnement. Plus de 50 000 € de l'heure. 50 000 € de l'heure. On est plus vers les 80 000 € de l'heure d'ailleurs. À peu près. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'à ce niveau d'argent-là, en fait, vous rentrez très vite dans vos frais. Mais vraiment très vite. Voilà. Globalement, voilà, ça c'est le truc qu'il faut comprendre.
Parce que derrière, ceux qui disent non, c'est faux qu'on va faire appel aux énergies fossiles avec les batteries. Alors, déjà, on va différencier deux types de sources d'énergie. Les sources d'énergie pilotables et les sources d'énergie non pilotables ou intermittentes. Dans le pilotable, on trouve déjà tout ce qui pollue sa grand-mère. Genre le charbon, c'est du pilotable. Le pétrole, c'est du pilotable. Le gaz, c'est du pilotable. La combustion des déchets, c'est du pilotable. Mais ça, je le classe à part parce que c'est de la valorisation. La biomasse, c'est pilotable. Et ça va, la biomasse, en fait, c'est à la fois une bonne et une mauvaise idée. Ça dépend comment tu gères ta source de biomasse. Putain, j'ai mal à la gorge. Je vais avoir chopé une angine, je pense. Bref. Et après, tu as tout ce qui va être bilan pilotable aussi. Donc, on va trouver dans les renouvelables pilotables. On a donc la géothermie en soi, c'est pilotable. L'hydroélectricité, selon le type de centrale hydroélectrique, on est plus ou moins pilotable. Et après, on a le nucléaire qui est pilotable. Et après, on a ce qu'on appelle les sources intermittentes. Donc, les sources intermittentes qui sont toutes des énergies renouvelables. Donc, on a déjà certains types d'hydroélectricité qui ont des facteurs d'intermittence, notamment l'hydroélectrique au fil de l'eau qui est intermittent, parce que le débit d'un cours d'eau est variable dans l'année. On a l'énergie marémotrice qui est quand même intermittente, puisque globalement, les marées c'est cyclique. Et vous avez une certaine intermittence de la production que vous pouvez prédire par contre. Là pour le coup, vous n'avez pas de problème au niveau de la prédiction du fait que votre production elle va être intermittente. Et après, vous allez avoir tout ce qui va être solaire, éolien, tout ça. Et en fait, le problème, c'est que ceux qui défendent l'énergie renouvelable, déjà souvent sont opposés à la construction de barrages hydroélectriques. Donc pas trop possible de faire de l'hydroélectrique pilotable. Ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils vous proposent une solution, mais ils sont opposés à ce qui rendrait leur solution viable. Et encore. Et après, vous avez en fait, ils vous disent, du coup, on va mettre des batteries. Sauf qu'en fait, votre batterie, il faut la recharger. Donc, il veut dire qu'il faut que vous ayez un accident de production au moment où vous produisez, qui vous permet de recharger vos batteries et que vos batteries tiennent les pics de consommation. C'est-à-dire qu'il va falloir une certaine autonomie. Et globalement, c'est très difficile à faire tenir. Donc, résultat, vous faites quoi? Si vous êtes sorti du nucléaire comme les Allemands, charbon, gaz, tout ça. Je veux dire, c'est une solution qui est privilégiée par les Allemands au détriment de l'environnement et en émettant des particules radioactives dans l'air. Mais en fait, ce qui est fatigant dans les débats, c'est que t'en as qui disent, dès que tu commences à dire que c'est une mauvaise intention, t'es pro-nucléaire, tu défends une énergie dangereuse. Alors déjà, sur le danger du nucléaire, on va préciser une chose. Le nombre d'accidents graves dans l'histoire des centrales nucléaires, c'est très peu. Genre, il y a eu Tchernobyl, 3 Mile Island et Fukushima. Et allez, à la limite, Saint-Laurent-des-Eaux. Et encore. C'est resté limité aux enceintes de la centrale, si je dis pas de bêtises. Bref. Et donc, globalement, ces accidents-là, le seul qui a vraiment fait des morts, c'est Tchernobyl. Pour 3 Mile Island, c'est resté très contenu à la centrale. Donc voilà, donc en fait, les mecs te disent que c'est dangereux, alors qu'on prend l'énergie hydroélectrique, par exemple. Les ruptures de barrages ou les débordements de cours d'eau en aval des centrales suite à un lâcher, c'est bien plus dévastateur que les centrales nucléaires. Mais parce que les mecs, comment dire, vivent sur les peurs. C'est un délire. Les mecs vivent sur les peurs, hein, voilà, pas se mentir. Ils surfent sur la peur des gens et puis voilà, ça donne un truc où on te dit que c'est dangereux parce que y a eu un accident une fois. Alors oui, les contraintes de sécurité sont énormes, mais il faut arrêter de dire que c'est forcément dangereux. Je veux dire, j'ai une voiture, je vais pas me dire oh là là, la voiture est dangereuse et ultra dangereuse à prendre, je vais mourir parce qu'il y a 1 millier de morts par an sur les routes. Je sais que je vais devoir faire gaffe, mais pour autant, voilà. On fait pas flipper les gens sur le fait que tout le monde va mourir parce qu'on prend la voiture. Alors effectivement, ça pollue. Effectivement, c'est dangereux la voiture. Et voilà, faut savoir faire la part des choses.
savoir faire une certaine part des choses et savoir rester logique, tout simplement. Franchement, c'est des petites réflexions qu'on peut avoir qui sont tout à fait sympathiques. Donc la solution, c'est de faire un truc adapté à chaque pays. Par exemple, en France, nucléaire plus hydro. En Allemagne, nucléaire plus ce qu'ils ont disponible. En Islande, hydroélectricité et géothermie, etc., etc. Et là, on aura quelque chose de bien plus cohérent, quelque chose qui marchera bien mieux. Voilà. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que t'en as qui passent plus de temps, limite, à se pignoler sur des accidents qu'ils ont eu sur des centrales. Parce que croyez pas que Greenpeace, par exemple, ils rendent hommage aux morts de Tchernobyl. Les mecs récupèrent ça pour leur lutte dogmatique contre le nucléaire. Quand ils luttent contre le nucléaire militaire. Alors oui, les armes atomiques, c'est une assurance vie. C'est ce qui garantit la paix dans le monde depuis 1945. Enfin, ce qui garantit une paix relative dans le monde depuis 1945. Ça a évité qu'on ait la Troisième Guerre mondiale, globalement. Faut savoir qu'il n'en reste pas moins qu'au niveau des armes atomiques, ça reste de la merde. Et là, effectivement, je comprends, c'est tout à fait légitime de lutter contre les armes atomiques. Mais ils transformaient ça en une lutte débile contre le nucléaire civil, c'était stupide. Surtout quand on sait que les rapports qui prennent la solution sont biaisés, etc., etc. Enfin, je veux dire, putain, il y a du vent. Je veux dire, voilà, c'est un délire. Voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et à bientôt. Allez, ciao.